Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à Rufisque Actu, présentation Wamba, technique Abdoulaye Gueye-Wade et Hassan Diouf. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir Babacar Ndiaye Amdi Diouf, dentiste de son état et responsable un peu dans les mouvements associatifs au niveau de Thiawlène. Et pourquoi aujourd'hui Babacar Ndiaye Amdi Diouf n'est pas sans savoir l'actualité actuellement dans le département et dans la ville de Rufisque, c'est la centrale d'enrobage qui est en train d'être mise en place à Thiawlène. Et une centrale d'enrobage, qui dit centrale d'enrobage, parle de pollution qui rime avec des problèmes de santé et tout. Nous avons bien voulu lui donner la parole pour qu'il nous dise ce qu'il en pense de ça. Babacar Ndiaye, bonsoir. Bonsoir M. Ba. Je dis bonsoir aussi à vos auditeurs, vos téléspectateurs et tout. C'est toujours un plaisir de vous retrouver vous d'abord parce que c'est eu égard au travail que vous faites au niveau de la presse locale particulièrement, mais vous êtes un ami aussi, un parent et tout. Donc on est dans la même lutte, ce qui justifie que, pour camper le débat déjà, vous avez presque dit l'essentiel. Cette centrale d'enrobage-là et tout. Donc vous en avez déjà parlé. Mais ce n'est pas ma première fois que je viens à Rufisque Actu. Donc on a besoin présentement de faire une communication par rapport à ce qui se passe à Thiawlène comme point focal, mais il faut dire que quand on parle de pollution, en fait, ça va au-delà. Donc merci de bien vouloir me donner la parole pour m'exprimer sur ce sujet qui me tient à cœur. Naturellement, c'est un sujet qui doit tenir à cœur toutes les populations du département de Rufisque parce qu'une centrale d'enrobage à moins de 20 mètres des habitations, ça ne couvre pas les rues. Et c'est ce qui est en train d'être constaté au niveau du quartier historique, un quartier centenaire également de Thiawlène. Comment comprenez-vous, Babacar Ndiaye Amdi Diouf, aujourd'hui l'implantation de cette centrale d'enrobage à quelques mètres des maisons? Ou bien bon, c'est parce qu'aucune étude n'a pas été faite, mais l'entrepreneur est sûr que l'implantation de son usine ne connaîtra aucune anicroche, ou qu'est-ce qui motiverait l'implantation de cette centrale, selon vous? Cette centrale-là est à moins de 10 mètres des premières chambres habitées de Thiawlène. Les premières chambres habitées, moins de 10 mètres. En fait, ce qu'on nous reproche jusqu'à présent, comment vous avez fait pour laisser les gens construire jusqu'à terme? Il faut donc qu'on campe un peu la genèse de cette chose-là. Quelque part, j'ai dit aux gens que nous sommes pour le développement. Nous ne sommes pas là pour contrer des gens qui sont en train d'investir pour ce pays. C'est à ce titre que là-bas, l'espace, il y avait déjà une usine de fabrique de farine de poisson. C'était gênant et tout, mais on n'en a pas parlé. Ensuite est venu un garage de poids lourds. Vous savez que les poids lourds ne cohabitent pas facilement avec un quartier populaire. Oui, parce qu'il faut rappeler que Thiawlène, c'est un quartier populaire qui est à la sortie, n'est-ce pas, de Rufisque en allant vers Bargny. Donc, un quartier populaire comme ça, on a cohabité avec des camions sans brancher. Maintenant, comment les gens ont fait pour construire une centrale à Butine là-bas? On a compris, nous, au départ, que c'était le garage qui continuait ses travaux. Ils ont commencé par élever un mur que certains contestent du point de vue urbanisme et tout. Ils ont élevé le mur, ils ont mis de grandes portes, on ne disait rien, mais c'est à partir du moment où ils ont commencé à installer des cuves, des machines et tout, que ça nous a vraiment interpellés directement. Parce que nous habitons là-bas, les enfants sont là-bas, nos parents sont là-bas, nos neveux et nièces et tout. Quand on a vu que les gens, effectivement, ce qu'ils faisaient, ce n'était plus un transport de lourd, on a eu à interpeller les autorités locales dans le bas Géchel. On a interpellé le conseil de quartier, en fait, pour dire, écoutez, monsieur, il faut que vous vous déplaciez vers les gars là pour leur demander ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a voulu être républicain jusqu'au bout. Rien n'a été fait.
Après, ils ont commencé à faire des tests. Quand ils ont commencé à faire leurs tests, il y a eu explosion, échappée de fumée, des vibrations dans les maisons et une flamme que les gens ont captée de par leur portable. C'est pour vous expliquer la proximité de la chose par rapport à la population. Donc, c'est à ce moment que le quartier a commencé à se regrouper pour essayer de voir les voies et moyens, de comprendre d'abord ce qui s'y passe et d'essayer de voir si notre sécurité n'est pas menacée. Déjà, Babacar Ndiaye Amadou Diouf, on sait que depuis quelque temps, donc depuis que la centrale d'enrobage commence à sérieusement inquiéter et menacer la quiétude des populations, il y a des réunions qui se passent avec les délégués de quartier, avec les imams, avec les associations qui sont à Thiawlène. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui le niveau d'implication des populations face à ce danger? Voilà, justement pour cette lutte-là, ce qui est déterminant, fallait que les gens comprennent comme nous que ce n'était plus un garage de transport, mais une entreprise qui était en train d'installer ses machines et tout. Donc ce qui s'est passé, on a commencé par prendre des photos quand même. On a pris des photos et on a commencé à faire des réunions par rapport à la population pour expliquer ce qui s'y passe effectivement. Ce qui s'est passé, la majeure partie de la population ne savait pas que c'était effectivement une entreprise de quelque chose, c'est comme ça qu'on peut dire. Donc c'est des réunions qu'on tient en public à côté de l'usine, on déplace ça des fois au niveau des penches et tout, on fait des projections avec les vidéos et tout, pour que la population d'abord de Thiawlène soit informée sur l'exactitude de nos dires. Et je peux dire que maintenant, que vraiment tout Thiawlène a compris qu'ils sont à côté d'une bombe écologique et qui peut se transformer en une bombe sociale rapidement. Donc première phase, c'était ça. Aussi, pour rester républicain, on a établi des lettres d'information par rapport aux autorités. Donc, quand l'usine s'est installée, nous, on a senti que la population, encore une fois, était laissée à elle-même. Donc, il fallait qu'on mette les autorités devant le fait accompli, devant leurs responsabilités. C'est à ce titre qu'on a envoyé des correspondances pour leur faire part de notre inquiétude par rapport à l'installation d'une entreprise qui a eu, au moment de ces phases tests, à vraiment procurer une peur au niveau de cette population-là. Je rappelle qu'une centrale d'enrobage est une usine utilisée pour la fabrication de l'asphalte, donc du macadam, ainsi que d'autres formes de revêtement pour les chaussées. Donc inutile d'indiquer ici que la pollution que va générer donc cette centrale sera nocive donc pour les populations. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le préfet, il représente l'État du Sénégal et tous les ministres pris individuellement dans le département de Rufisque. Aujourd'hui, est-ce que le préfet a eu vent donc, de cette centrale et où se situent les négociations avec lui ou bien ses envoyés spéciaux? Oui, comme je vous ai dit, on a envoyé des lettres d'information au maire, je peux le dire ici, parce que c'est en public qu'on le fait, le maire de l'Est, M. Albendoy. On a eu à faire des entretiens avec lui, même avec le promoteur de l'usine, le maire Daouda aussi. On lui a envoyé une correspondance, le préfet. On a envoyé une correspondance au niveau du ministère de l'Environnement et de celui-là de l'Industrie. Donc, dans un premier temps, c'est ce qu'on devait faire. On l'a fait, et pour voir la réaction des gens. Bon, le maire de l'Est, il nous dit que l'État a réagi, qu'on lui a sommé de voir ce qui se passe à Thiawlène. Et c'est ça le problème. En fait, à mon niveau, c'est ça le problème. Il ne fallait pas attendre à ce que ce soit les populations qui défendent leurs intérêts. Parce qu'il y a des filtres au niveau de l'État. Construisez ici tout de suite une cantine, mais avant ce soir, les gens vont venir te dire, mais qu'est-ce que vous faites? Construisez quelque chose, garez votre voiture, tout de suite, on va mettre des sabots, pour dire qu'il y a un côté où les gens sont très réactifs. Mais comment se fait-il que dans une ville
Parce qu'on n'est pas dans la brousse. C'est un quartier Lébou, mais vous l'avez dit, depuis plus de 100 ans, on est là. On sait ce qui se passe. Donc, comment se fait-il que dans une ville comme Rufisque, qu'on puisse construire tranquillement une usine d'enrobage de bitume sans que l'autorité ne soit au courant? Donc, nous pensons que les autorités ont été averties. Et ça, c'est le moindre mal. Si elles n'ont pas été averties, elles ont été dupées. Et ça, c'est dangereux pour notre sécurité. Si eux qui sont censés nous défendre, en fait, il y a des choses qui passent entre les mailles, ça veut dire qu'il y a problème quelque part. Mais soit, on laisse passer ça, on prend ce que l'on a, on est parti avec lui, voir le promoteur. Il faut rappeler que la centrale est à Thiawlène, entre les cimetières et une station-service qui s'appelle Total. Donc, elle est là-bas. Juste à côté, à moins de 10 mètres, il y a les maisons. Il y a les maisons qui sont là-bas. Imaginez-vous tout ce danger-là. Une centrale, une station, des maisons, des camions qui passent. Ça, en fait, les populations ne pouvaient pas rester les bras croisés. Mais, à notre grande surprise, on va voir le promoteur. C'est déjà bien. Le collectif, les imams, les conseillers des 3 quartiers Thiawlène quand même. C'est l'occasion de remercier les autres quartiers de Thiawlène qui ont adhéré à la cause. On est parti tranquillement voir le promoteur et c'est le moment où lui nous explique que cette centrale-là n'a aucun danger pour la population. Et ce sont eux qui ont confirmé qu'ils vont faire de l'enrobage de bitume à chaud. Donc, on a eu le sentiment que ces gens-là, en fait, outre le fait qu'ils aient installé leur centrale à côté des maisons, ces gens-là ne nous respectent pas. Parce que dans l'installation de l'industrie, il y a la forme. Il y a la forme d'abord. Oui, non, même avant ça, il y a un côté émotionnel. Tu viens, tu mets un danger à côté de personnes comme vous. Ça veut dire quoi? Ces gens-là peuvent respirer n'importe quoi. Ces gens-là peuvent tomber malades. Ces gens-là peuvent être détruits sans rien. Parce qu'eux, ils savent que ces centrales-là sont nocives du moins. Ces centrales-là, partout en Europe, et ils installent ça très loin, même au Sénégal. Quand Jean Lefebvre, il faut que je nomme les entreprises, faisait la route à Thiawlène, leur centrale était très loin. Mais ils pouvaient bien, si c'était aussi simple, mettre leur centrale à Thiawlène. Ils ne l'ont pas fait. Mais comment se fait-il que, 20 ans après, que des gens viennent installer leur centrale à Thiawlène parce qu'on les a dit qu'ils n'ont pas de problème? On les a dit qu'ils n'ont pas de problème. Et de l'autre côté, moi je soupçonne qu'ils s'attendent à des retombées par rapport aux recettes et tout, mais ça c'est très moche. J'ai dit quelque part, la première responsabilité sociétale d'une entreprise, c'est le fait de ne pas mettre en péril la vie des gens. Ça c'est un acquis qui doit se faire. Si vraiment vous faites une entreprise, il faut être sûr d'abord que les populations là ne seront pas lésées, d'une manière ou d'une autre. Et là, on est lésé sur beaucoup de plans. Sur le plan sanitaire, tout le monde en parle. Cette fumée de bitume-là, en fait, on sait que elle est cancérigène. Possible, dit-on. Mais directement, les effets directs, c'est des picotements au niveau des yeux. En fait, c'est des rhinites, des problèmes de poumons et tout. Et il y a eu des cas où, effectivement, on dit que c'est cancérigène. Parce que c'est un produit qui comprend des hydrocarbures. Des hydrocarbures aromatiques, polycycliques, des fois hétérocycliques. Tout ça mélangé à de la poussière et tout. Donc, c'est clair que c'est un produit classé cancérigène. Donc, ils nous disent que les gens qui travaillent ça, ils sont exposés et tout. Mais le gars qui travaille ça, si c'est lui qui est exposé, mais le gars qui est à 10 mètres de là où on fabrique ça, il est constamment exposé, nuit et jour. Et les aliments qu'on prépare sont touchés par le produit. Tout ce qu'on fait, tu le respires, tu le bois, tu le manges, tu fais tout. Ça va finir où? Ça va finir où? Les gens vont tomber malades, comme des mouches. Et là, nous ne serons pas là à attendre qu'il y ait des malades pour qu'on réagisse. Ça, c'est deux de deux.
Si vous voyez l'installation, les portes, c'est des camions lourds qui vont entrer, qui seront chargés par un produit brûlant et qui vont ressortir. Mais dans un quartier, c'est pas possible. Les camions qui viennent et tout dans un quartier où les enfants jouent dans la rue comme ça. Les enfants jouent là-bas. Il faut qu'ils jouent. Il n'y a plus de terrain. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'espace de jeu. Les enfants sont toujours là-bas. Les gens viennent ouvrir des portes pour des camions lourds au niveau d'un quartier. Et on veut nous faire croire qu'il n'y a pas de danger. Mais nous disons non. Avant d'en venir au produit, il y a un danger. L'autre chose, c'est un problème de respect. En fait, il ne faut pas manquer de respect à tout le monde. Il y en a qui l'acceptent. Quelqu'un qui vient, qui ouvre son entreprise sans étude d'impact, sans rien, c'est quelqu'un qui ne respecte pas l'autorité. Allez voir pourquoi. Quelqu'un qui vient dans un quartier, qui installe ce qu'il veut, ne respecte pas ce quartier-là. Et c'est là-bas notre problème. Nous aimons nous faire respecter. Et il faut qu'on les force à respecter les gens. Il faut qu'on les force à respecter la vie des gens, quoi que ça puisse coûter. En fait, on est intransigeant là-dedans. Et c'est une question qu'on traite sans état d'âme, sans émotion. Nous ne voulons pas cohabiter avec tous ces dangers-là. Et c'est là la position de tout le quartier. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas eu d'opposition au niveau du quartier, des gens qui nous disent oui, laissez-les travailler et tout. On n'a pas entendu ça, donc on se dit que le quartier est d'accord avec ce que l'on fait. Même l'imam Abdou Aziz Ndoye, qui est un imam très respecté donc, dans le quartier, a consacré une partie de son speech la semaine dernière à cette centrale d'enrobage. Moi, tout à l'heure, vous avez listé un certain nombre de correspondances adressées à des autorités. Et vous avez semblé insister un peu sur le respect. Est-ce que, par exemple, vous avez eu vent d'un retour ou bien ces autorités-là précitées vous ont répondu? Est-ce que vous avez un début de réponse déjà sur l'aspiration que vous aviez en les écrivant? Oui, il faut aussi que je salue aussi la réactivité du ministère de l'Environnement quand même. Ils ont un numéro vert. On les a contactés, ils sont revenus le lendemain. Mais on ne sait pas ce qu'ils ont dit, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. En tout cas, ils ont au moins réagi sur ce côté-là. À part ça, il y a le maire Albendoy qui vient avec nous. On est en négociation. Donc, l'autre jour, ce n'est pas le samedi, le mercredi, je pense, le sous-préfet est parti avec une délégation sur les lieux pour inspecter. Mais ça devrait se faire en amont, quoi. Moi, c'est mon sentiment. J'ai dit que moi, j'arrête de visiter ce site-là parce que je sais ce qui s'y passe. Ce n'est plus la peine que les gens aillent là-bas. Ils doivent les intimer l'ordre d'arrêter de travailler. Et ils travaillent toujours. C'est ce que j'appelle quelque part de la provocation. En fait, il y a un problème qui n'est pas déjà réglé. Et ce qui nous fait mal dans tout ça, aucune autorisation n'a été portée à notre connaissance. Oui, il y a un monsieur qui s'est dit, on a l'autorisation, mais bon, je n'ai pas de connexion, quoi. Est-ce que vous pensez que ça, c'est du respect? Une autorisation qu'on devrait tirer pour nous montrer, cher monsieur de Tchéoulène, taisez-vous, voilà notre autorisation. Il faut que nous puissions voir qu'est-ce qu'on les a autorisés à faire et où. Ça, c'est un. De deux, qui les a autorisés à venir s'installer à Tchéoulène pour tuer les gens? C'est des questions auxquelles on doit fournir des réponses nettes et claires. Ça, on ne peut pas transiger là-dessus. Il faut que l'autorisation soit là devant tout le monde. Maintenant, moi, ce que je sais, les gens sont dans le business, quoi. Ils sont en train peut-être de régler des papiers et ils nous font traîner un peu pour être à jour. Ça, c'est la charrue avant les bœufs. Le bon sens ne veut pas de ça. Quelle que soit la personne qui vient là-bas, on devait être en mesure de lui dire, mais voilà l'autorisation de tel qui nous permet de nous installer ici. Donc, sur le plan de la forme, il y a des vices majeurs. Même si on nous donne une autorisation en bonne et due forme. En fait, on a le droit de contester ça.
On a le droit de dire que cette autorisation ne nous engage pas, parce que c'est nous qui habitons le quartier, c'est nous qui vivons ici, et on n'a pas été associés aux enquêtes. Et je n'ai pas vu une seule personne, ni à Rufisque, ni chez eux, ni au niveau des autorités, qui a fait état d'enquête préliminaire par rapport à ça. Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas de concertation. La moindre des choses, tu viens chez quelqu'un, tu habites à côté, tu travailles à côté, tu dis, hey, monsieur, moi je m'installe ici et tout. En fait, ça c'est le respect, c'est le bon sens. Ça c'est l'humanisme. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas cru bon de devoir venir voir les Blancs et de parler avec eux. Mais s'ils ne parlent pas avec nous, nous allons parler avec eux. On a le droit vraiment de défendre notre environnement. C'est même une question constitutionnelle, le droit à un environnement sain. Donc on a ce droit-là. On ne va pas regarder quelqu'un venir polluer l'environnement là comme ça. Ce n'est pas possible. Il fallait qu'ils viennent discuter avec la population, informer la population, prendre la position de la population avant de les autoriser à faire quelque chose. Si ce n'est pas tout ça, en fait, il y a ce qu'on appelle un contrat de bon voisinage. J'en ai parlé tout à l'heure. Oui, c'est le minimum, quoi. C'est le minimum. Il y a des gens là-bas, il faut vraiment leur donner le respect qu'ils méritent. Nous avons constaté également que bon, la colère est en train de monter crescendo. On suit certaines vidéos, il y a des populations de Tchaoulel qui sont à l'étranger qui commencent à intervenir via les vidéos et on sait également l'influence qu'ils ont auprès de leur famille et tout. Vous aujourd'hui, c'est l'arrêt de cette centrale à charbon, de cette centrale plutôt d'enrobage, ou bien c'est carrément vous allez nous montrer l'autorisation en bonne et due forme du promoteur, ou bien voilà, la confrontation sera inévitable. Est-ce que vous pouvez nous indiquer ce que je peux dire de ce côté-là? Jusqu'à présent, on a eu une démarche qui a été saluée, qui est vraiment républicaine, quoi. Donc, en fait, mais il faut un répondant. Quand on veut faire les sérieux là, il faut un répondant. Il faut que quelqu'un puisse dire à ces gens de colas-là d'arrêter la provocation. Parce que là, on est en train de négocier, ils sont en train d'installer davantage de machines, ils prennent des grues, ils vont, ils viennent et tout. Ça, les gens peuvent percevoir comme ça comme vraiment une provocation. Et nous, on s'est constitué en collectif. Nous passons par la voie normale pour régler les choses. On ira, plus eux, ils vont enfoncer, plus nous aussi, nous allons aller plus loin. On ira vers une plainte, on ira vers tout ça, des marches et tout, parce que la Constitution nous le permet. Mais nous ne sommes pas les seuls au quartier. Nous nous organisons pour faire ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui s'organisent pour avoir une autre forme de lutte. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais le risque est là. La confrontation, que ce soit juridique ou vraiment physique, elle est inévitable. Si les gens n'arrêtent pas, nous aurons été plus rassurés quand l'autorité, pour une fois, aurait vraiment tapé sur la table pour dire aux gens, mais puisque les gens ne sont pas d'accord, arrêtez pour qu'on puisse voir ce qu'on va faire. Mais non, on vient nous berner, on leur dit, oh bon, vous pouvez travailler, hein, et eux, ils travaillent. Si on les avait intimé l'ordre d'arrêter, ils avaient arrêté de travailler. Ils ne l'ont pas fait. Nous, ce qu'on peut considérer, c'est que le tampon entre nous n'a pas joué son rôle honnêtement. Il n'a pas joué son rôle honnêtement. Le tampon, c'est les autorités. Parce qu'on n'a pas besoin, pour des problèmes de centrale de charbon, qu'on alerte le président, le machin. Il y a des filtres dans l'État. Il y a des institutions qui sont installées ici pour ne pas que ces problèmes-là aillent loin, pour ne pas que ces problèmes-là existent. Mais ils attendent que les gens réagissent pour venir intimer tel. Ça, c'est mal connaître les débouts. Vraiment. En fait, on ne peut pas nous intimider sur ça. Nous n'avons peur d'absolument rien. Nous n'avons peur de personne. Parce qu'on est dans notre droit. Et la lutte, là, elle va prendre la forme qui sera nécessaire à chaque moment. Ça, c'est clair. Donc, nous ne pouvons pas cohabiter avec cette centrale à bitume. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Mais si vous voyez un serpent qui vient chez vous,
En fait, si vous êtes peut-être un sérère, vous allez le tuer. Un peul va fuir et appeler de l'aide. Donc c'est ça. Tu vas en danger venir chez toi, mais tu as le droit de te défendre. Surtout les gens qui ont compris ce que c'est. Ce n'est pas difficile de voir ce qui se passe au niveau des centrales de charbon qui ont été installées ailleurs. Vous ne verrez pas en pleine ville une centrale à bitume quelque part. Non, 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 ça n'existe pas. C'est dans les campagnes et il y a des normes à respecter, il y a des distances à respecter. Mais comment se fait-il qu'à Rufisque, qu'on ne puisse pas nous dire, pour une entreprise, il faut tant de mètres par rapport aux maisons? Personne ne l'a dit jusqu'à présent. Et on sait que ça ne doit pas se faire. Je rappelle que Rufisque Actu s'annonce ce soir de recevoir Babacar Ndiaye Ambi Diouf, chirurgien dentiste basé à Rufisque, mais également leader d'opinion, acteur de développement et membre de plusieurs associations au niveau de la ville de Rufisque. Tout à l'heure, vous avez insisté également sur la provocation. Vous avez insinué que le promoteur continue cette provocation-là parce que, nonobstant les visites du sous-préfet, nonobstant les visites du maire, la centrale d'enrobage continue à dégager sa fumée qui engendre également la pollution avec ses risques de santé et tout. Aujourd'hui, avez-vous l'impression que les visites de ces autorités-là n'ont servi à rien du tout? Je vous ai dit tout à l'heure que les visites-là, en fait, nous auraient rassuré si vraiment on avait intimé aux gens l'ordre d'arrêter tous travaux, d'arrêter leurs installations, d'arrêter leurs tests, d'arrêter tout. Mais les gens n'ont absolument rien arrêté. Au contraire, ils ont accentué la cadence. Ils sont dans la provocation carrément. Parce que si vous parlez avec des gens, vous continuez à faire des installations encore plus lourdes et tout, donc les gens vont se sentir laissés à eux-mêmes. Parce que l'autorité, en fait, sa voix, sa force doit s'appliquer à tout le monde. On dit aux gars, arrêtez ce que vous faites, comme ça on règle le problème. Quand ce n'est pas fait, nous on ne peut pas être sûr que l'autorité est de notre côté. On ne peut pas être sûr de ça. Parce qu'il n'y a rien qui sous-entend ça, quoi. Ils nous ont dit qu'ils ont fait des enquêtes, qu'ils vont sortir vraiment un rapport et tout. Mais pendant ce temps, il faut que la situation soit stationnaire aussi. Il ne faut pas qu'il y ait des développements au niveau du site. Tant qu'il y a des développements au niveau du site, il y a des développements aussi au niveau du quartier. Les gens vont s'organiser davantage. Parce que on a le sentiment d'être laissé à nous-mêmes. Pire, on est en train d'être roulé par une certaine autorité. Parce que tu vas avec le gars, en fait, ils sont en train de calmer le quartier pour que les autres s'installent tranquillement. Ce n'est pas honnête, ce n'est pas des choses à faire. Ils ne doivent pas faire ça à la population. L'autorité doit être absolument avec la population. Absolument. Parce que la population, ce qu'elle réclame, c'est un minimum. Le droit à la vie, c'est un minimum, c'est un droit inaliénable. Donc, l'autorité doit vraiment faire corps et âme avec la population pour une fois. Vous voyez Tchoulen, c'est un quartier où les gens sont tranquilles parce qu'ils vont travailler, ils viennent et tout. Il n'y a rien du tout. Vous avez vu une école à Tchoulen, vous? Non, il n'y a pas d'école. Un petit poste de santé que certains Tchoulenois ne savent même pas, rien du tout. Et pourtant, c'est une forte population et qui sont capables de beaucoup de choses. Donc l'autorité toujours a tourné le dos à ce Tchoulen-là. Rien du tout. On avait l'impression quand on était jeune, quand on fait des choses là, il faut commencer par Tchoulen. Parce que si on commence par l'autre bout, arriver à Tchoulen, c'est fini. Quand on fait des canalisations, on fait l'autre bout, arriver à Tchoulen, il n'y en a pas. Il n'y a pas de canalisation. Il n'y a absolument rien du tout. On n'avait que notre quiétude là pour continuer à sourire. Celui-là qui va troubler cette quiétude là, en fait, on va faire la même chose que lui. Oui, ça c'est la position, quoi. Et ça c'est personnel, mais je sais que c'est le sentiment de tout un Tchoulenois fier d'être là-bas, quoi. Et j'aime insister sur Tchoulen, c'est sur le plan géolocalisation, quoi. Donc, la lutte que nous menons, c'est une lutte de principe. D'autres personnes sont dans d'autres situations. En fait, on a apporté notre soutien à ces personnes-là. Quand on lutte,
pour une pollution, ce n'est pas dans un rayon qui est localisé à Tchaoulène. La pollution là, en fait, il y a un effet de cumul. Il y a un effet de cumul. Il y a d'autres entreprises qui amènent leur fumée. On rajoute ça à la fumée de colasse, la fumée de bitume, et ça va très loin. Là où le vent va l'emporter. Et nos amis écologistes, en fait, moi, je pensais qu'ils allaient être au devant de cette scène-là. Mais est-ce qu'ils ont été conscientisés? Est-ce qu'ils ont influencé? Non, vous pensez que quand quelqu'un marche, jette un papier là, ou bien cette écologie-là, ce que je vois, c'est une écologie cosmétique, des fois même horticole, parce qu'on plante des arbres, on pense que c'est ça l'écologie, mais en fait, avant d'arriver à ça, il faut tuer le mal à la racine. Au lieu d'être là à penser que l'écologie se résume à ramasser les sachets en plastique tout le temps, on en parle, on s'en offusque, on est triste parce qu'on voit des sachets de papier un peu partout, ça désole tout le monde. Mais il y a plus grave que ça. À titre d'exemple, on te dit que le sachet de plastique met 100 ans à... Mais ça tue tout de suite. Ça tue tout de suite. Soit tu es écrasé par un camion, soit c'est un poumon qui lâche et tu meurs. Donc c'est là-bas où nos amis écologistes, qu'on les attend, qu'ils viennent prendre cette cause-là, vraiment pour que ce soit une écologie vraiment active, quoi. Pas quand c'est nous. Le sachet en plastique, il ne se défend pas, tu viens, tu piques, tu amènes. Mais ça, c'est des gens qui ont installé une entreprise polluante, hautement polluante, au moment où on s'offusque pour une cigarette qu'on fume en place publique. Quelqu'un vient et puis il met sa fumée partout. Mais les gens devraient se ruer vers cette entreprise-là. Mais on est là-bas à Tchaoulène, il y a des soutiens qu'on a, et il y a des soutiens qu'on a qui viennent petit à petit, mais cette lutte-là, soutien ou pas, on va la mener. Parce que si on ne pouvait pas mener cette lutte nous-mêmes, nous n'allons pas la commencer. Je crois que l'activiste Ibra Seck Cassis et l'écologiste Mamadou Diop, donc la cause est là et elle vous attend. Maintenant, on sait que quand Tchaoulène tous, c'est pratiquement tous les autres quartiers de Rufisque qui sont enrhumés. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, est-ce que ce combat-là, il est juste circonscrit au niveau de Tchaoulène? Ou bien vous comptez démultiplier ce combat-là au niveau des autres quartiers, tout en sachant que le mal de Tchaoulène, c'est le mal de Mérina, c'est également le mal de Colobane, et celui de Dami. Vous savez, avec l'imminence de la question, en fait, de manière physique, on ne pouvait que rester à Tchaoulène pour conscientiser le maximum de personnes. Mais avec les technologies de l'information, j'estime que vraiment la majeure partie des gens ont vent de la question. C'est-à-dire, quand vous voyez une question sur les réseaux sociaux, des fois il faut s'arrêter pour regarder ce qui s'y passe. Mais dans notre plan d'action, il est prévu vraiment un élargissement de cette lutte-là au niveau des quartiers. Nous allons nous déplacer vers certaines organisations, expliquer avec eux, pour finir par faire une marche, au moins, qui va sensibiliser tout le monde, non pas Rufisque, mais tout le Sénégal. Parce qu'il faut qu'on dégage un procédé de lutte qui permettra même aux autres personnes, si elles sont vraiment victimes de ça, qu'elles puissent réagir, qu'elles puissent avoir des canevas au passé. Vous parlez de mon ami Cassis, lui il est très actif dans ça, il nous conseille dans ça, il nous soutient dans ça. Vraiment, si tout le monde faisait comme lui et vous, la lutte serait un peu plus éparpillée, quoi. N'empêche, on est en train d'essayer d'internationaliser ça, parce que il y a Alassane Guissé qui est en Nantes, qui est vraiment un conseiller municipal là-bas par l'écologie et tout. Lui, il a pris le problème là pour lui. Il informe les cellules de là-bas et eux, ils nous restituent les informations qu'ils ont par rapport à cette lutte-là, ce qui s'est passé là-bas. Parce que il faut dire que Colas, ce n'est pas seulement au Sénégal qu'ils ont ce problème-là. C'est un peu partout. Parce que les personnes consciencieuses, en fait, n'acceptent pas qu'on les détruise passivement comme ça. L'actualité, même si la centrale d'enrobage de Tchaoulène présentement vous préoccupe et préoccupe beaucoup de Rufisquois, l'actualité c'est également le parrainage. Hein?
Les Sénégalais sont en train de vivre un parrainage pour la première fois avant une élection présidentielle. Comment vous appréciez les gens en quête de parrain en direction de la présidentielle de 2019? Bon, le parrainage, j'avoue que moi c'est la première fois que je suis confronté à une question sur le parrainage. Ah oui. Bon, parce que en fait c'est un non-débat pour moi. C'est un non-débat. Nous, ce qu'on veut, c'est des élections transparentes. Ce parrainage-là, les gens pèsent le pour et le contre. Vraiment, quelque part, quand on dit que quelqu'un ne peut pas atteindre un tel score, déjà au niveau du parrainage, celui-là, vraiment, il doit se ranger quelque part. Soit pour fortifier l'opposition, soit pour fortifier le pouvoir. Mais on ne peut pas s'éparpiller 100 000 candidats comme ça, qui ne peuvent pas avoir 0,1% et qui vont nous faire traîner dans les queues et tout. Donc ce problème-là devait être réglé de manière très tranchante. Il y a des gens qu'on devrait éliminer d'office. Je ne suis pas constitutionnaliste, mais on devrait au moins trouver une formule pour nous épargner déjà de cette campagne-là, avant la campagne, et vraiment des filtres pour éliminer certains. Moi, c'est mon sentiment. Je ne suis pas très actif dans ce parrainage-là pour l'instant. On ne m'a pas interpellé, on ne m'a pas demandé de parrainer quelqu'un. Pour l'instant, je suis là-bas, je parraine Rufisque, et puis il n'y a pas de problème. Vous restez dans votre cabinet, les gens savent que vous avez un peu du monde derrière vous. Il y a des gens qui vous consultent parce que, sachant que bon, vous travaillez avec des jeunes, avec des femmes, avec le troisième âge, c'est un potentiel grand électeur. Et aujourd'hui, ceux qui cherchent des parrains, ils ne visent que les grands électeurs. Donc vous n'avez pas été interpellé jusque-là par aucune formation? Non, heureusement. Là, on me laisse tranquille, ils savent pourquoi. Donc on me laisse tranquille et puis moi je prends mon temps là pour me consacrer à ce que je fais le mieux. Ce que je fais le mieux, c'est être avec les parents à Thiawlène, être dans mon travail avec mes patients, être en paix avec tout le monde, et puis il n'y a pas de problème. Tant qu'on me demande rien, je fais rien. Parce que je ne suis pas demandeur de quelque chose, justement. Je ne suis pas demandeur de parrainer quelqu'un, d'être proche de quelqu'un ou pas. Je suis bien là où je suis pour l'instant, mais on verra la suite des événements. Mais par votre gars, peut-être que vous n'êtes pas demandeur de rien du tout, mais votre ville aujourd'hui vraiment est à un tournant. Cette ville aujourd'hui, il y a un réel problème de transport, aucune route qui est presque praticable. Il y a l'assainissement qui devient de plus en plus préoccupant. L'assainissement était préoccupant, mais aujourd'hui, elle devient de plus en plus... Elle se dégrade. Elle se dégrade. Il y a également la division également de cette ville par le train express régional. Il y a beaucoup de défis interpellent Rufisque. Donc même si, je vous dis, vous n'êtes pas demandeur, il y a votre ville qui est dans une situation quand même un peu calamiteuse. Est-ce que vous n'avez pas encore vu parmi ces candidats-là, ces potentiels candidats-là, quelqu'un qui serait à même vraiment de relever le niveau où doit être Rufisque, cette ville quand même tricentenaire? Bon, le niveau de Rufisque, moi ce que je pense, il sera relevé par un leadership rufisquois. Il faut que les Rufisquois puissent, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire de leur ville une ville qui attire aussi bien les pouvoirs centraux que les autres. Donc on ne peut pas compter sur les autres pour faire cette ville-là. Vous avez listé les problèmes au niveau de la ville. Il y en a beaucoup. Mais le problème le plus grave, c'est que cette ville-là, on ne la prépare pas à la mutation. Vous avez parlé du train express régional et tout, qui va modifier la géographie de la ville. On nous parle du pétrole qui va sortir au niveau de Rufisque. Il faut que les gens commencent à préparer la mutation de ces mentalités-là par rapport à ça. Mais ça, ce n'est pas fait. On est toujours dans la politique. On vit toujours au jour le jour. En fait, il y a un peu d'eau quelque part, les gens crient, on amène une pompe, on enlève, et puis c'est fini. Mais ça, ce n'est pas de l'assainissement. Il faut des solutions radicales. Il faut des mesures très fortes pour que cette ville-là puisse décoller. Et ça doit être porté par des gens qui sont courageux
des gens qui savent écouter, des gens qui savent associer en fait tout le monde à ce qu'ils font. Qu'est-ce qui se passe à Rufisque? Il y a un camp qui est au pouvoir, l'autre camp est en train de dormir, quoi, pendant tout le mandat. Ça se passe au niveau même du pays. Il y a des potentialités, elles vont jamais s'exprimer au niveau du pays ou bien au niveau de cette ville-là parce que elles ne sont pas avec le pouvoir. C'est très dommage. Même si on n'est pas avec l'équipe qui est en place, on doit se mettre au service de son pays, on doit se mettre au service de sa ville. Ça veut dire quoi? S'il y a quelque chose que vous pouvez faire vous-même, vous le faites. S'il y a quelque chose que vous devez dire, vous dites ça avec l'énergie que ça nécessite. Mais il faut que de l'autre côté, que les gens comprennent que ce n'est pas des opposants, ce n'est pas des gens qui sont en train de critiquer, c'est des gens qui sont en train de construire. Parce que c'est comme ça que marche un pays, quoi. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Il faut que les gens puissent arriver à travailler ensemble malgré la diversité. On ne peut pas me demander d'être dans un camp ou dans l'autre. Je choisis le camp que je veux, je vais là-bas, mais n'empêche, si les autres font de bonnes choses, je le dis. S'ils décollent, si mon camp décolle, je le dis aussi. Actuellement, je suis dans une position centrale, mais d'aucuns me voient comme un opposant. Les autres disent qu'il est proche du pouvoir, les autres disent on ne sait pas ce qu'il fait. Mais ce que je fais pour l'instant, c'est le social. Je vis avec des gens, je partage leurs peines, je partage leurs inquiétudes, en fait leur bonheur aussi, et on vit ça ensemble. Tout ce que je peux faire vraiment pour aider le prochain, moi je le fais. Tout à l'heure, Babacar Ndiaye Ambidiou, vous avez laissé entendre que le développement de Rufisque, ou bien l'essor de Rufisque, passera par un leadership vraiment local. Alors vous, aujourd'hui, qui êtes basé à Rufisque, et que, bon, vous connaissez à peu près les forces en présence, avez-vous déjà une idée de ceux ou celles qui feront ce leadership qui va asseoir définitivement le développement de Rufisque? À ce niveau-là, je dirais que le leadership, ça ne se décrète pas. Le leadership, ça se construit. Il y a des gens qui comprennent la marche du monde. Il y a des gens qui ont certaines valeurs en eux. Ce sont ces gens-là qui, par la force des choses, vont déterminer ce qui va être les dirigeants de demain. Actuellement, à Rufisque, la bonne nouvelle, c'est que le mouvement citoyen, il est très actif. Il est très actif dans tous les domaines. Il ne se laisse plus faire. Et il y a des politiciens aussi, vraiment, qui font des efforts. En fait, ce sera un cocktail de tout ça qui va sortir cette ville-là de ce que l'on vit. Il faut qu'on dépasse, en fait, ce militantisme de fans club. Je suis avec Momarba, il est ceci, il est cela. Toutes les qualités vont vers Momarba. Donc, c'est le jour où Momarba va déconner, tout tombe à l'eau. Il faut que les gens sachent reconnaître ce qu'ils veulent d'abord. Ce que l'on veut, ce n'est pas de faire de quelqu'un un messie. Il faut que les gens puissent déterminer des valeurs qui vont être un canevas où tous ces leaders-là vont passer. Et ce sera une sélection, ce sera sélectif. Il y a des gens, tu les maintiens à un rythme, ils vont lâcher. C'est vers la fin qu'on va déterminer que ces gens-là, ils sont dans ça de manière constante. On les a toujours vus de manière constante faire telle ou telle chose. Donc, c'est des gens sur qui on peut compter. Et j'avoue que ça ne manque pas au niveau de Rufisque. Mais il faut que les gens puissent être amenés à travailler ensemble. C'est très important. Si on compte sur une seule personne, cette personne-là, le jour où elle va déconner, parce qu'on est tous humains, le jour où elle va déconner, tout tombe à l'eau. Il faut que les gens construisent un modèle d'abord. Et ce modèle-là, ce sera la seule chose sur quoi on va tendre. Et ce modèle-là, bon, on peut citer également des modèles dans ce que vous êtes en train de dire. Quand on voit par exemple des jeunes comme Manfatoussi, des jeunes comme Diatou Alisen, qui ne sont d'aucune obédience politique, et je pouvais même y ajouter Alexandre Guiberlet, et des jeunes comme également
voilà, on pouvait citer une liste très longue. Ouais, mais ouais. on voit que c'est des jeunes qui ne sont dans aucune obédience politique, mais qui sont préoccupés par l'état désastreux peut-être de leur vie. Oui, oui, ça c'est des gens que je connais très bien, Diatou, Mamfatou, Alex. C'est des gens qui sont toujours dans le terrain. Toujours dans le terrain. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas d'une obédience politique. Il y a des gens qui sont dans des partis politiques, mais qui sont citoyennement très actifs. Moi, je peux vous dire, Bara Diouf, moi je le vois partout où Rufisque a besoin de lui. Zakaria Mbem, c'est la même chose. Je ne vous parlerai pas de mon ami Iriba, on va dire que c'est son ami. Ah, okay. Mais c'est des gens qui se... Mais quand il est de bas, il faut le citer là. Oui, bon, c'est un peu aussi. Bon, il se décarcasse vraiment. Vraiment, moi je sais que c'est un monsieur qui se tue pour son quartier, pour sa ville. Actuellement, il est en train de piloter un projet où les gens vont venir en aide, les malades mentaux, les déficients mentaux, qui errent en ville et tout, qu'ils récupèrent, qu'on va... Bon, il y a une association qui travaille avec lui. Lui, il est dans ça. Il le prépare pour le 10 octobre. Voilà, vous voyez, donc, c'est des trucs où les gens n'attendent pas l'autorité pour agir. Et il y a beaucoup qui agissent dans l'ombre. Il y a des associations, il y a des mouvements qui agissent dans l'ombre et qui font de bonnes choses. Et de plus en plus, les gens se reconnaissent. De plus en plus, parce que quand c'est constant, ça veut dire que c'est vrai. Quand c'est constant, ça veut dire que c'est vrai. Et quand c'est vrai, c'est bon. Donc si c'est bon, on prend quoi. Voilà, c'est ça le problème. Alors, je ne peux pas vous recevoir sans ne pas évoquer un tout petit peu l'aspect sport, ouais. Parce que vous êtes un grand supporter de l'ASC Thiawlène, mais également un fan du football rufisquois. Alors, le stade a été réouvert il n'y a même pas 2 mois. Aujourd'hui, c'est bon. Rufisque est devenu une vitrine vraiment africaine parce qu'on vient d'abriter le tournoi du LIFOA. Là, c'est vraiment le tournoi de l'Assemblée nationale qui est en cours au niveau du stade. La finale est prévue déjà pour ce dimanche. Comment voyez-vous le sport rufisquois dans un premier temps, le football en particulier, et puis le stade qui est en 3e niveau? Pensez-vous que le football rufisquois va redécoller comme dans les années 77-80? Oui, à coup sûr. Déjà que le football, en fait, s'est démerdé malgré l'absence de stade, de terrain de jeu et tout. On a vu le football club, en fait, forcé pour venir dans l'élite et y rester. Sans stade. Maintenant, quand les gens sont venus avec le tournoi là, ils ont constaté que c'est une ville vraiment de sportifs. Les gens aiment le sport, les gens aiment le football. C'est pourquoi ils ont joué leur finale ici. Parce qu'il y avait toujours du monde. Moi, j'aime bien le sport parce que ça réunit. Malgré tout ce qu'on dit, j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui. Je les ai connus par le mouvement sportif. Oui, c'est ça. Le sport, ça réunit. Et à Rufisque, on a besoin du stade qui a été très bien fait. Vraiment, il faut qu'on félicite les acteurs qui ont fait que les travaux ont été accélérés, le collectif et tout, avec mon ami Lahat et les Zakaria. Oui, vraiment, ils sont et Thomas, c'est des gens que j'ai reconnus vraiment qui se sont battus pour que vraiment la question de ce stade-là vienne au premier niveau. Donc, ils ont bien travaillé, le stade a démarré. Et quand moi, je suis là-bas à 22 heures en train de suivre tranquillement un match, moi, je suis content. Et c'est tout ce que l'on demande. Parce que ce stade-là, sa position géographique, elle est idéale. Donc, il fallait que les gens se battent pour que le stade revienne à des normes vraiment correctes pour que les compétitions puissent y dérouler. Mais Rufisque excelle dans d'autres domaines. Le hand, le basket, les gymnastes aussi ont eu des médailles récemment. Donc c'est tout à l'honneur de Rufisque et c'est un aspect sur lequel les autorités doivent insister vraiment pour mieux vendre même l'image de Rufisque. Mieux vendre l'image de Rufisque passera également par une redynamisation de sa culture. Parce que culture et sport, le niveau aujourd'hui du sport n'est pas le même que celui de la culture, à votre avis, hein? Oui, bon, la culture, ce qu'il y a, c'est que en fait, ils ont plus de salles de spectacle.
Ils en ont, mais c'est des salles que les gens n'exploitent pas. Mais entre le sport et la culture, en fait, c'est un tout. Vous parlez des Navetans. La première journée de la zone 1A, j'étais le parrain. Donc, il y a eu plus de spectacles que de football. Les gens ont bien joué, Thiawlène a gagné et tout. Mais il y a eu les artistes qui étaient là-bas avec les sportifs. Ils ont compris que, en fait, c'est deux entités qu'on ne peut pas dissocier. Les sportifs ont besoin des artistes, les artistes ont besoin de ces sportifs-là pour que vraiment que ce soit une valeur ajoutée à la potentialité de cette ville-là. La potentialité de cette ville. Babacar Ndiaye Amdy Diouf, le plaisir vraiment été immense de vous avoir à Rufisque Actu. Parce que nous avons démarré un nouveau format, le format vidéo. C'est destiné par exemple à mieux partager ce que les Rufisquois pensent. Parce que nous pensons que Jokko depuis 2003 a donné la parole à tout le monde. Oui, c'est vrai. Et continue également de donner la parole à tout le monde. Mais nous pensons que également un format vidéo sera beaucoup plus partagé et puis voilà, les gens se donneront également leurs sentiments par rapport à ce que nous nous sommes dit à travers ce numéro de Rufisque Actu. Votre dernier mot. Oui, c'est moi qui vous remercie parce que comme je l'ai dit à l'entame, vous m'avez donné vraiment l'occasion vraiment de parler d'une question qui m'est chère, de parler vraiment d'une ville qui m'est chère. Donc c'est pas la première fois que je viens à Rufisque Actu. C'est un format d'une heure mais qui passe très rapidement égard aux questions sur lesquelles on échange et tout. Donc je suis content vraiment de travailler avec Jokko. J'ai fait beaucoup d'émissions là-bas sur la santé dentaire, sur le football, sur autre chose. Je suis avec Jokko depuis l'ouverture de Jokko. Ce format vidéo-là. Malheureusement, il fallait m'avertir pour que je repasse chez le coiffeur là pour faire, mais ça peut marcher. Donc je vous encourage et vraiment je vous souhaite aussi que ce soit une réussite totale à l'image de Rufisque Actu qui est en passe de devenir vraiment une très grande émission au niveau du département. Mesdames et messieurs, rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.